Bref survol de 2 périphériques du MSP432 sur son kit. SysTick et Timer 32. Alors que les broches en mode GPIO sont destinées à traiter des entrées et sorties à un niveau digital, n'ayant que 2 valeurs logiques, les périphériques SysTick et Timer 32 sont destinés à tenir compte du temps. Évidemment, ce sont les horloges qui tiennent le temps, mais ces 2 périphériques y ajoutent des fonctionnalités en plus de la simple lecture, telles que exposer un compte à rebours ou décompte, de même que la possibilité de lever une notification ou interruption lorsque ce décompte passe de la valeur 1 pour atteindre la valeur 0. Il existe d'autres périphériques, tels que les timers A, ainsi que le calendrier ou RTCC pour Real Time Clock, mais nous ne les aborderons pas dans cette présentation. SysTick permet un compte à rebours sur 24 bits avec possibilité de lever une notification lorsque le décompte atteint 0. Le décompte redémarre automatiquement après le passage par 0. Quant aux 2 timers 32, ils permettent, chacun, un décompte sur 16 ou sur 32 bits, à notre choix, avec possibilité de lever une notification lorsque le décompte atteint 0. Contrairement aux SysTick, ils peuvent ralentir la vitesse de leur décompte par rapport au tic de l'horloge. De plus, on peut se limiter à un seul compte à rebours ou à un redéclenchement automatique après avoir atteint le 0 du décompte. Notons que comme ce sont des décomptes, lire la valeur où on est rendu le décompte décroît avec le temps. Ainsi, la valeur de, disons, 2000, vient avant la valeur de 500. Pour obtenir une valeur positive, du nombre de tics séparant 2 lectures, il faut soustraire la seconde lecture de la première. Ce qui est inhabituel si on se compare à un chronomètre, où le temps augmente avec le passage du temps, au lieu, comme ici, de décroître avec le passage du temps, puisqu'on compte à rebours. On commence avec SysTick, la valeur actuelle du décompte peut être obtenue depuis la propriété val. Cet entier est le nombre de tics de l'horloge maîtresse, qu'il doit s'écouler pour qu'on atteigne 0. Pour faire plus court, on dit tout simplement que c'est le nombre de tics. On rappelle que le nombre de tics décroît avec le passage du temps. On utilisera des variables entières de 32 bits. Comme la valeur réelle n'est que d'au plus 24 bits, le signe est sans importance. Par contre, on suggère fortement d'utiliser des entiers non signés, pour compatibilité avec les timers 32 qui, eux, exigent des entiers non signés de 32 bits. On rappelle que le U de UINT 32 implique qu'aucun des 32 bits n'est réservé pour un signe éventuellement négatif. Quant à spécifier de quelle valeur doit partir le décompte, on utilise la propriété load. Comme la valeur maximale est de 24 bits, le plus grand entier qu'on peut utiliser est 2 à la 24 moins 1. On peut utiliser la représentation hexadécimale équivalente 0xFFFFFF ou encore, au taux documenté, la constante prédéfinie par CCS, soit SysTick soulignement load soulignement reload soulignement MSK. MSK étant une abréviation anglaise pour masque. Si tant est qu'une lettre en moins est une abréviation. On peut modifier la valeur load même si le décompte est amorcé. Dans ce cas, la valeur courante du décompte en cours n'est pas modifiée. Par contre, la nouvelle valeur de load sera considérée lors du redémarrage du décompte après son passage par 0. Il est possible de mettre le décompte sur pause en spécifiant par un 0 le bit du champ enable. Ce champ est dans le registre contrôle de SysTick. On peut remettre en marche ou l'amorcer pour une première fois, le décompte en forçant de même bit à 1. On trouvera que la constante prédéfinie SysTick soulignement CTRL soulignement enable soulignement MSK peut nous aider pour ces assignations de ce bit, sans affecter les autres bits du registre impliqué. En fait, le nom officiel de ce registre, dans l'ensemble du MSP432, est documenté sous le nom de STCSR. Je trouve la nomenclature proposée par CCS plus sympathique dans ce cas. Mais pour la documentation originale, il est parfois bien de savoir où chercher dans le document SLAU 356i.pdf sur le site de Texas Instruments ou dans le Resource Explorer de CCS. Une question légitime est à savoir comment redémarrer un compte à rebours, mais à partir d'une autre valeur de départ. Il est évident que, à quelque part, on doit spécifier la valeur load par cette nouvelle valeur de départ, mais ne faire que cela ne redémarre pas le décompte. Il faut aussi s'assurer que le périphérique est actif, qu'il n'est pas sur pause, via la propriété enable. Mais cela non plus ne redémarre pas nécessairement le décompte, il se peut qu'il ne fasse que poursuivre un décompte déjà amorcé et mis sur pause. Non, il faut également porter la propriété val à 0.
Cela aura pour effet de redémarrer le compte à rebours en utilisant la nouvelle valeur download. Et cela ne déclenche pas de notification non plus. En effet, la notification ne se déclenche que si on passe de la valeur courante 1 à la valeur 0 lors du tic d'horloge. Puisqu'on en est à la notification de passage par 0, il faut activer cette émission de la part du périphérique via le champ tic INT. Le INT est pour interruption, non pour entier, integer en anglais. On peut également désactiver cette émission de notification vers le NVIC. Il est bon de se rappeler que le périphérique doit également s'enregistrer au NVIC, le maître d'œuvre des notifications et de la gestion de leurs priorités. La priorité de SysTick est de -1, soit plus importante encore que quoi que ce soit de possible pour le GPIO, par exemple. Par contre, le handler, lui, peut être de priorité moindre, entre 0 et 7. Il est bien de différencier l'activation du périphérique SysTick via Enable et l'activation d'émissions éventuelles de notification de la part du périphérique, ici, pour SysTick, via tic INT. On appelle handler la procédure qui traite la notification. La priorité d'exécuter ce code peut ne pas être urgente et dans ce cas, on peut en modifier la valeur de 0 jusqu'à 7, de la valeur la plus urgente à notre disposition, à la moins urgente, tout comme on peut le faire pour les ports du GPIO. Par contre, contrairement au handler des ports du GPIO, il n'est pas nécessaire de marquer le traitement comme étant terminé dans le handler de SysTick. Le NVIC le fait automatiquement pour nous lorsque le filet d'exécution est transféré au handler de SysTick. Mais il est quand même nécessaire de signaler au NVIC qu'il doit accepter les notifications provenant de SysTick via la macro-commande NVIC enable SysTick IRQN. Le nom de la procédure à considérer comme handler pour SysTick est obligatoirement SysTick soulignement handler. Ces noms sont déclarés dans le fichier startup MSP432p401rccs.c. Rappel de la procédure pour générer des notifications, en général. Activer le périphérique. Activer l'émission de notification de la part du périphérique. Enregistrer le périphérique auprès du NVIC. Définir le handler du nom requis. Dans le cas de SysTick, c'est sa propriété enable qui couvre son activation physique et électronique alors que c'est sa propriété tic INT qui couvre son activation de génération de notifications. La constante prédéfinie SysTick, CTRL, tic INT, MSK, peut nous être utile pour la génération de notifications. Le registre que la documentation présente sous le nom de STCSR et qui se cache derrière le contrôle de SysTick possède deux autres champs d'intérêt. CLK source est toujours à 1 sur le MSP432, car c'est toujours l'horloge maîtresse qui génère les tics à proprement parler. Quant au champ count flag, en lecture seule, indique s'il y a eu un passage par 0 ou non depuis la dernière interaction avec ce registre, quel que soit le champ lu, puisque les 32 bits sont lus, et non un bit individuellement, lors d'une interaction. Sauf lorsque la lecture origine du mode debug sous CCS par exemple. Écrire dans load remet count flag à 0. Comme CLK source nous impose l'horloge maîtresse du CPU, sans ralentissement possible, on nous impose un 3 millions de ticks par seconde, par défaut, pouvant aller jusqu'à 48 MHz. On peut calculer le temps maximal qu'il peut y avoir entre deux passages par 0 si on n'interrompt pas le décompte. Le départ du compte à rebours est au plus de 2 à la 24-1, et diminuant de 1 à chaque 3 millionième de seconde, on atteint 0 après un tantinet moins que 6 secondes. Et à 48 MHz, on atteint 0 après d'un tiers de seconde. On en conclut qu'il faut songer à utiliser un autre timer si on désire générer une notification qu'à chaque jour ou aux 5 ans. L'utilité de count flag peut s'illustrer avec un exemple. Supposons qu'on effectue une première lecture de la valeur actuelle du décompte et qu'elle est de 2000 ticks. Puis, après quelque temps, une seconde lecture nous donne 1800 ticks. Est-ce qu'il s'est écoulé 200 ticks entre les deux lectures? Possible. Mais une autre possibilité existe. Après la première lecture, il s'est écoulé suffisamment de temps pour que le compte tombe à 0 et recommence. Et le nouveau décompte était rendu à 1800 lors de la seconde lecture. Dans ce second scénario, il s'est écoulé beaucoup plus que 200 ticks. C'est en consultant count flag qu'on sait s'il s'est écoulé au moins un passage par 0. On se rappelle que assigner val par n'importe quelle valeur a pour effet d'assigner effectivement un 0 à val, mais cela a aussi effet d'assigner un 0 à count flag.
Et tout cela, sans lever de notification vers le NVIC. Pour ce qui est de lire le bit de compte flag, on peut utiliser la constante prédéfinie SysTick, soulignement, CTRL, soulignement, count flag, soulignement, MSK. Petite parenthèse à propos de ces constantes très utiles prédéfinies sous CCS, Code Composer Studio. Ces constantes se retrouvent dans le fichier MSP432p401r.h, fichier inclus dans le projet par CCS. Le nom de ces constantes sont généralement en 4 parties. La première provient du périphérique, tel que SysTick. La seconde s'inspire du registre impliqué, tel que contrôle. La troisième partie rappelle le nom du champ, tel que count flag. Enfin, la quatrième suggère une utilisation, telle que MSK pour un masque et POS pour une position dans le registre. Notons que le masque contient des 1 pour chaque bit constituant le champ dans le registre. Lorsque le registre ne contient qu'un champ, tel que load et val, la valeur est plus facilement accessible par la syntaxe de propriété, telle que nous l'avons déjà utilisée pour val et pour load. Si on revient sur load, la constante prédéfinie existe également, comme pour le masque qui est constitué de 32 bits mais avec les 24 bits mineurs à 1, les autres sont à 0. On peut ainsi, dans ce cas, lire la constante comme un masque binaire, ou comme une valeur numérique représentant le départ maximal pour le compte à rebours. Il en va de même pour la valeur courante, val, qui possède également son masque. Notons que le nom du registre, propre à la documentation, est définitivement plus cryptique que les noms proposés par CCS. On peut ainsi comparer, dans un tableau, le nom des registres dans la documentation et les noms utilisés par CCS. Pour SysTick, on peut observer un quatrième registre, STCR, qui est documenté mais qui n'est d'aucune utilité pour un MSP432, car ce registre concerne la calibration de l'horloge générant les ticks, ce qui n'est pas applicable pour ce microcontrôleur. Passons à un premier exemple tout bête, soit de faire clignoter une DEL. Je prends P2.0 qui est relié à la composante rouge de la DEL multicolore. Sans réexpliquer le GPIO, on assigne cette broche en sortie, avec fort ampérage, jusqu'à 20 mA. Pour ce qui est de SysTick, on assigne la valeur de départ des décomptes à la valeur maximale utile, puis on s'enregistre auprès du NVIC pour la génération de notifications. Enfin, on active SysTick ainsi que sa possibilité de lever des notifications lors des passages du décompte par 0. Dans le handler, on s'occupe à faire alterner la valeur émise par P2.0. Comme on a utilisé le paramétrage par défaut, on est à 3 MHz, le clignotement se fera aux 6 secondes, soit 2 à la 24-1, divisé par 3 millions. Comme second exemple, on cherche à chronométrer le temps d'exécution d'une multiplication de deux nombres flottants. On n'utilise pas de notification et donc, seuls load et contrôle enable sont initialisés. Pour calculer le temps d'exécution, on fera 3 appels à SysTick val. On commence à en faire 2 de suite, ce qui nous permet de calculer le temps pris pour lire puis sauvegarder la valeur du compteur. Immédiatement après la seconde lecture, on effectue la multiplication puis, on refait une lecture de la valeur du compteur. La différence est que les 2 derniers compteurs donnent le temps d'exécuter et d'emmagasiner le résultat de la multiplication en plus de celui de lire et de sauvegarder la valeur d'un compteur. Attention, il faut faire temps 1 moins temps 2, non temps 2 moins temps 1 car le compteur est à rebours, ce qui implique que sa valeur décroît avec le passage du temps. On obtiendra qu'il faut 102 ticks pour effectuer la multiplication de 2 nombres points flottants doubles. Changer la définition de la variable x de double en float, on obtiendra qu'il ne faut que 7 ticks pour effectuer la multiplication. Timer 32. Il y a 2 instances de type timer 32. Sous CCS, on les baptise timer 32.1 et timer 32.2. À notre choix, ils peuvent être soit de 16 bits, soit de 32 bits. Dans ces 2 cas, on peut capturer la valeur actuelle du décompte à rebours via la propriété value, qui est en lecture seule. Pour ce qui est de spécifier de la valeur de départ pour le compte à rebours, on dispose de 2 propriétés, bgload et load. Si on ne modifie que bgload avant le prochain tick perçu par timer 32, la valeur actuelle du décompte n'est pas modifiée.
Quant à la valeur de load, elle sera alors elle aussi automatiquement modifiée, lors de ce prochain tick, mais sans produire d'autre effet dans ce cas. Lorsque le décompte passera par 0, s'il redémarre automatiquement, il le fera à partir de la nouvelle valeur qu'on vient de spécifier pour BGLoad. BGLoad est une abréviation pour Background Load. Si c'est seulement load qui est modifié avant le prochain tick perçu par timer32, la valeur actuelle du décompte est modifiée par cette valeur, lors du prochain tick. Comme value est en lecture seule pour timer32, on peut voir load comme une façon de pouvoir écrire pour changer la valeur où en est rendu le décompte. Si BGLoad et load sont tous deux modifiés, les effets sont cumulés en ce que la valeur du décompte actuel devient celle spécifiée pour load et, lors d'un redémarrage après un passage par 0, le décompte commencera à la nouvelle valeur de BGLoad. Par contre, en lecture, load retournera la valeur de BGLoad. Passons aux détails de nature administrative. Les registres T32, contrôle 1 et 2 sont impliqués dans la documentation, mais simplement contrôle sous CCS. Contrairement à SysTick, les constantes prédéfinies qui réfèrent au masque n'utilisent plus le suffixe final MSK. Ainsi, on aura timer32 control mode sans le MSK. Ces constantes prédéfinies étant les mêmes pour les deux instances de timer32, ces constantes ne prennent pas la marque soulignée 1 ou soulignée 2. Pour activer le périphérique, on utilise le champ Enable. On peut mettre sur pause en spécifiant un 0. Les formules standards pour n'affecter que le bit approprié sont rappelées à notre mémoire. Le champ mode permet d'activer les notifications lors d'un passage par 0 ou de les désactiver. La description textuelle dans le tableau peut laisser penser qu'avec un 0, on ne serait pas avec un redémarrage automatique du compte à rebours, mais ce n'est pas ce qu'on doit en conclure. C'est le champ OneShot qui couvre cette option. Pour spécifier si on désire un compteur sur 16 bits ou sur 32 bits, c'est le champ 16. Le champ OneShot est à utiliser à une valeur de 0 pour signaler qu'on désire une reprise automatique du compte à rebours après un passage par 0, ou, avec OneShot porté à 1, le décompte ne redémarre pas automatiquement après avoir atteint 0. En mode OneShot, une fois arrêté après avoir atteint 0, on peut redémarrer le compteur soit en portant le champ à 0, soit en spécifiant une valeur dans load qui déclenchera le compte à rebours, sans créer alors de redémarrage automatique après le passage à 0. Le champ Prescale permet de ralentir en apparence l'horloge. Avec une valeur de 0, aucun ralentissement ne se produit. Avec une valeur de 1, il y a un ralentissement par un facteur 16, car sur 16 ticks générés par l'horloge, 15 seront cachés au timer32. Enfin, avec une valeur de 2, le ralentissement est de 256. Ce paramètre permet ainsi d'étendre le laps de temps maximal que peut couvrir un décompte. Si on utilise un 32 bits, on peut commencer le décompte à 2 à la 32-1. À 3 MHz par défaut, mais ralenti par un facteur de 256, on trouve que le laps de temps maximal, avec ces conditions, est maintenant de plus de 254 jours. Mais comme les ticks perçus par le timer sont ralentis d'un facteur de 256, le timer ne voit plus les ticks que 256 fois plus espacés entre eux. La période totale est agrandie, mais la durée du temps associée à un tick a également augmenté. S'il faut plus de 250 jours, il est souhaitable de regarder vers un autre périphérique, tel que le RTCC. Reste à assigner 2 bits, sans modifier les autres bits du registre. Et, qui plus est, un de ces bits peut être différent de l'autre. Aucune formule standard présentée à date ne permet de faire cela en une seule étape, quelle que soit la valeur qu'on veut assigner. On peut céder des constantes prédéfinies. Admettons que la valeur à 2 bits est connue parmi une des 3 constantes timer32 contrôle prescale, I. Pour simplifier, appelons-la PS. On peut alors spécifier le contenu du registre par l'expression présentée ici. Si on sait que PS est timer32 contrôle prescale 0, on peut laisser tomber le ou logique puisque PS est constitué entièrement de 0.
La formule générale présentée est construite pour initialement forcer des zéros dans le champ prescale avec le et vaguelet, masque, puis d'effectuer un ou logique avec la constante représentée par PS. Le champ IE, quant à lui, permet de générer des notifications ou de mettre la génération sur pause. Mettre IE à 0 ne met pas sur pause le décompte, mais seulement la possibilité de générer une notification. En fait, dès que le décompte passe de 1 à 0, on obtiendra une demande brute, RAW, en anglais, pour générer une notification. Cette demande brute est enregistrée dans le registre RIS, registre qui est en lecture seule. Lorsque IE et RIS sont à 1, on parle alors de demande masquée, qui s'enregistre dans le registre MIS. C'est cette demande qui est acheminée vers le NVIC. C'est donc lorsque MIS est à 1 que la demande est acheminée vers le NVIC. Encore faut-il que le timeur se soit enregistré auprès du NVIC. Chacun des deux timers peut s'enregistrer, mais on observe qu'il est également possible d'enregistrer un T32 INTC. La notification dont la source est nommée T32 INTC est levée si une des deux notifications associées à timer 1 ou à timer 2 est levée. La possibilité de lever ainsi deux notifications, dont une est commune à chacun des timers 32, permet ainsi un traitement commun à chaque fois qu'il y a une notification d'un des timers 32. Comme la priorité associable au handler peut être différente, le handler C, comme dans commun, peut donc servir de pré-traitement ou de post-traitement. Comme le nom du handler est imposé directement du fichier MSP 342P401R.H, il faut repérer le préfixe T32 si notre mémoire en vient à nous faire défaut. À noter que le handler commun peut détecter lequel des deux timers a généré la notification via leur registre RIS et MIS. Un dernier point, contrairement à SysTick, il faut mentionner qu'on a terminé le traitement de la notification ou qu'on est en cours du traitement en écrivant dans INTCLR, ce qui remet à 0 et RIS, RAW interrupt status, et indirectement MIS, le masque interrupt status, lui aussi à 0. Pour notre exemple progressif, on désire une séquence de signal qui sera de niveau haut, pendant 5700 ticks d'horloge, suivi de 54 300 ticks pendant lequel le signal sera au niveau bas. Puis, à presque ces 60 000 ticks, on recommence. Dans un second jet, on veut mesurer les délais générés pendant lesquels le signal est effectivement haut et bas. Finalement, on veut faire en sorte que le programme s'ajuste de lui-même aux besoins pour produire le plus exactement possible les délais théoriques demandés. Comme le nombre de ticks prévus ne dépasse pas 60 000, on peut se satisfaire de 16 bits. Nous utiliserons P3.6 pour émettre le signal et timer 32.1 pour les décomptes. La séquence d'opération sera la suivante: dans le handler, si le signal est bas, faire passer le signal en P3.6 au niveau haut, en démarrant un décompte de 5700 ticks. Lors de la notification du passage à 0, si le signal est haut, on abaisse le signal et on redémarre un décompte mais cette fois-ci de 543 000 ticks. Que le signal soit haut ou qu'il soit bas, on note le traitement comme terminé pour le NVIC. Donc, toute l'action se déroule dans le handler. On commence, en ligne 36, par signifier au NVIC qu'il peut accepter une nouvelle notification de la part de timer 32.1, si besoin. Puis, un simple if fait notre affaire, où le traitement dépend du signal actuellement émis par P3.6. Notons que nous avertissons le NVIC dès le début. Nous reviendrons sur les conséquences possibles lorsqu'on s'attarde à le faire, en ligne 53, actuellement désactivé. Pour ce qui est de la déclaration, nous fournissons deux variables, pour la durée, le nombre désiré de ticks décrivant les laps de temps. Pour ce qui est de l'initialisation, on utilise un bloc disable interrupt et enable interrupt à l'intérieur duquel on initialise le timer 32.1. Pour avoir plus de contrôle, on utilise le K1 shot, soit pas de redémarrage automatique après un passage à 0. Cela nous permet de détecter avec précision quand P3.6 est modifié. Comme nous désirons les notifications de timer 32.1 arrivant à 0, il nous faut utiliser les bits contrôle, IE, et control mode. On n'oublie pas d'avertir le NVIC pour qu'il puisse gérer les notifications depuis timer 32.1.
Pour ce qui est de P3.6, nous l'utilisons en GPIO comme une sortie. On y émet initialement un niveau logique bas. La boucle de travail est vide. On remarque de toutes petites valeurs pour load et pour bgload, c'est pour commencer par une notification relativement tôt. Par contre, un 0 ne fait pas l'affaire puisque la notification ne se produit que lorsqu'on atteint 0, non pas quand on est à 0. En one-shot, le handler entre, pour la première fois, dans la branche else du if. On rappelle que le one-shot redémarre après qu'on spécifie la valeur load. La séquence des opérations semble donc complète et telle que demandée. Notons qu'on a également spécifié la valeur appropriée de bgload au cas où on désirait expérimenter avec un redémarrage automatique. Mais dans ce cas, le décompte est déjà amorcé depuis éventuellement plusieurs ticks, supposément pour le nouvel état de P3.6, alors que P3.6 n'est pas encore modifié. En effet, entre le redémarrage du décompte, il y a eu le NVIC qui a dû sauvegarder l'état actuel de certains registres pour interrompre le flot d'exécution, puis quelques ticks pour appeler le handler, tester le if, et enfin, modifier P3.6. Bien sûr, le one-shot a les mêmes pertes de temps, mais on peut synchroniser plus exactement quand redémarre le décompte et le changement de P3.6. C'est bien théorique, mais réellement, on peut tester le résultat à l'aide d'un oscilloscope dont on branche une sonde sur P3.6. On se rend compte que c'est assez bien, même si le matériel de l'oscilloscope nous donne une fréquence de 50 Hz alors que le logiciel de l'oscilloscope nous donne une fréquence de 50.5 Hz. C'est maintenant le temps de revenir sur la ligne 36, où on dit au NVIC qu'il peut reconnaître toute autre activité de notification sur timer 32.1, ligne de code que l'on commenterait. Pour décommenter la ligne 53. Somme toute, le seul changement qu'on fait est de retarder une éventuelle prise en charge de notification par le NVIC. Eh bien, c'est la catastrophe. Toujours avec un oscilloscope, même échelle de temps, mais c'est la pagaille, possible, qui donne un signal qui n'est plus aussi propre. Il faut donc s'assurer de faire en sorte que le NVIC puisse reprendre les choses en main, aussitôt que possible, pour éviter ce genre de désagrément. Passons à la seconde étape, soit de mesurer les laps de temps générés, dans les faits. Pour ce faire, nous allons utiliser SysTick mais uniquement pour son décompte. On capturera le temps, en fait, le nombre de ticks indiqués par val. On n'utilisera pas les notifications de passage par 0 de SysTick. Pour éviter de perturber le programme, on ne fera que capturer le nombre de ticks et, lorsque le temps le permettra, on effectuera les calculs appropriés dans la boucle while. Car cette boucle est de faible priorité par rapport au handler de timer 32.1. Dans notre déclaration, on se réserve ainsi 200 positions pour emmagasiner les valeurs de SysTick val et une variable item nous permettant d'accéder à une de ces positions. Pour l'initialisation, même chose qu'en première phase, mais on ajoute l'activation de SysTick dont le décompte démarre avec sa valeur maximale. La boucle de travail à faible priorité est dédiée à imprimer les laps de temps calculés. On se rappelle que ce sont des décomptes, donc que le laps de temps c'est la valeur en position J qui doit être soustraite de celle en position J-1 pour obtenir le temps écoulé, en nombre de ticks. Ces statistiques s'impriment dans la fenêtre console. On utilise un breakpoint pour nous permettre de consulter cette liste de résultats. Pour le handler, on note l'ajout des lignes de code pour capturer SysTick val. Notons que la syntaxe + item augmente la valeur de la position avant d'effectuer la capture. En exécution, on n'est pas surpris de constater que les laps de temps sont légèrement plus longs que ce qu'on désire. Ainsi, on a systématiquement 5772 ticks au lieu de 5700 désirés et 54 374 au lieu de 54 300. Cette différence provient du fait que le logiciel effectue un travail supplémentaire tant pour les comparaisons, assignations, interruptions du flot d'exécution, et ainsi de suite. Ces données sont cependant plus précises que celles qui proviendraient d'un oscilloscope. C'est maintenant la troisième phase, soit de faire en sorte que le programme s'ajuste de lui-même pour produire le plus exactement possible des laps de temps égaux à ceux ciblés. On continue avec SysTick, de la phase 2, mais cette fois, il faut faire attention de bien calculer la correction à apporter. Ce travail est simplifié de parce que le système est stable. On déclare donc deux nouvelles variables, contenant la valeur ciblée,
valeur qui ne variera pas, en plus des valeurs utilisées pour le départ des comptes à rebours. La logique est simple, mais il faut procéder avec attention. On se rappelle que ce sont des décomptes et, aussi, que SysTick peut passer par 0, dans lequel cas, la soustraction de 2 lectures consécutives de SysTick-val peut devenir négative. On utilise donc des entiers signés pour tenir compte de la possibilité signalée. On aurait pu utiliser un artifice de calcul, mais on préfère la simplicité auto-documentée. Comme on n'utilise que les positions 1, 2 et 3 du tampon, on ajoute quelques tests opportuns dans la logique du handler. Ces tests auraient tendance à augmenter la différence entre les laps de temps produits de ceux désirés, mais cela devient relativement peu important étant donné que la correction est automatique au lieu de tenir sur une constante arbitraire, par exemple. Ainsi, en phase 2, on savait qu'il y avait un décalage de 74 ticks, mais ici, on ne se fie pas bêtement sur cette valeur et donc, si elle passe à 124, par exemple, à cause des modifications de dernière minute, c'est sans importance. Mais il ne faut quand même pas exagérer, tout de même. Comme on ne désire que 3 valeurs de SysTick, on remet l'indice de position à 0 à la fin de nos corrections éventuelles. Et comme on utilise plus itant, les positions considérées sont bien 1, 2 et 3. Et le test final, l'exécution produit le résultat escompté. La première fois, on est trop long de 82 et de 90 ticks, mais par la suite, on est en plein sur la cible.